Nous allons enfin clore cette mascarade ridicule, a annoncé mon fils Preston. Au milieu de la salle d'audience, arborant un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un sourire froid, calculé, victorieux. Ma belle-fille Courtney a hoché la tête à côté de lui, l'air satisfaite, comme s'il venait de gagner le Powerball. Je suis restée silencieuse, mes mains tremblantes sur mes genoux, sentant le sol s'ouvrir sous mes pieds. 66 ans de vie, 42 ans de mariage, 5 ans de veuvage, et tout se réduisait à cela. Assise devant un tribunal des faillites, humiliée par ma propre chair et mon propre sang. Le juge Miller a levé les yeux des documents, a froncé les sourcils, et soudain son expression a complètement changé. « Attendez une minute », a-t-il dit lentement, me fixant intensément. C'est la société qui vient de signer le contrat de défense de 75 millions de dollars avec le département de la défense. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Je dois revoir ces documents. J'ai vu le sourire de Preston se figer. J'ai vu Courtney pâlir. Et pour la première fois en 6 mois de ce cauchemar éveillé, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, la vérité allait éclater. Si vous avez déjà ressenti la trahison de votre propre famille, si vous avez déjà travaillé d'arrache-pied pour que quelqu'un essaie de vous arracher tout ce que vous avez bâti, alors vous comprendrez chaque mot de ce que je m'apprête à vous raconter. Car ce n'est pas seulement l'histoire de comment j'ai failli perdre ma société. C'est l'histoire de comment j'ai découvert que le fils que j'ai élevé, le garçon à qui j'ai tout donné, était capable de me détruire par pure avidité, et comment la justice, quand je m'y attendais le moins, est arrivée de la manière la plus inattendue. Mais pour comprendre comment je me suis retrouvé dans ce tribunal, avec mon fils essayant de me faire déclarer incompétente et de me dépouiller de la seule chose qui me restait de mon mari Arthur, je dois vous ramener 5 ans en arrière. Au jour où tout a changé. Au jour où je me suis retrouvé complètement seul. Arthur est mort un mardi après-midi, une crise cardiaque massive alors qu'il examinait des plans pour une nouvelle pièce aérospatiale dans son atelier. Il n'y a pas eu de temps pour les adieux, pas de derniers mots, juste le téléphone qui sonnait et la voix du secouriste me disant d'aller à l'hôpital le plus vite possible. Quand je suis arrivé, il était trop tard. Mon partenaire de vie, mon partenaire commercial, mon meilleur ami, était parti, et moi, Eleanor, j'étais seul avec une petite entreprise de fabrication que tout le monde considérait comme une entreprise de garage sans avenir. Preston est arrivé aux funérailles dans un costume qui coûtait plus de 3 mois de mon salaire. Courtney portait une robe de créateur noire et des talons qui claquaient bruyamment sur le sol de l'église. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont même pas fait semblant de bien le faire. Pendant la veillée, je les ai entendus parler dans le couloir. Maintenant que papa est parti, maman va devoir vendre l'usine. Preston a dit. C'est la seule chose sensée à faire. Une femme de son âge ne peut pas gérer une entreprise. Courtney a ri. On peut enfin la convaincre. Cet endroit vaut plus comme immobilier que comme entreprise. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je n'enterrais pas seulement mon mari. Je découvrais que mon fils prévoyait déjà d'enterrer notre héritage aussi. Cette nuit-là, seul dans la maison que nous avions construite ensemble, j'ai pris une décision. Arthur avait dédié 38 ans de sa vie à cette entreprise. Nous avions commencé dans notre garage, usinant des pièces simples, rêvant de quelque chose de plus grand. Peu à peu, avec des sacrifices et de la détermination, nous sommes devenus des fournisseurs spécialisés de composants aérospatiaux. Petits, oui, mais avec une réputation impeccable de précision et de qualité. Je n'allais pas laisser tout cela mourir avec lui. Je n'allais pas donner à Preston la satisfaction de me voir abandonné. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'usine à 5 heures. J'ai enfilé la combinaison qu'Arthur m'avait donnée il y a des années, j'ai attaché
mes cheveux et je suis entré dans l'atelier. Les employés m'ont regardé avec un mélange de surprise et de respect. Mike, notre superviseur de production, depuis 15 ans, a dit, Madame Vance, vous n'avez pas besoin d'être ici. Nous pouvons tout gérer pour l'instant. Je lui ai souri, même si j'avais l'impression de m'effondrer à l'intérieur. Mike, cette entreprise est la seule chose qui me reste d'Arthur. Si je ne suis pas ici, où serais-je? Et c'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. 12 heures par jour à l'usine, 14 quand il y avait des commandes urgentes. J'ai appris à lire les contrats qu'Arthur gérait. J'ai appris à négocier avec des fournisseurs qui me regardaient avec condescendance. J'ai appris à prendre des décisions difficiles, à licencier des gens si nécessaire, à me battre pour chaque client, pour chaque contrat. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré d'épuisement, me demandant si Preston avait raison, si j'étais trop vieille, trop naïve, trop têtue pour cela. Mais chaque fois que je pensais abandonner, je me souvenais des mains d'Arthur sur les miennes, m'apprenant à lire des plans techniques. Je me souvenais de sa voix disant, Eleanor, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. Et j'ai continué. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je me battais pour maintenir notre entreprise en vie, mon propre fils tissait une toile pour me détruire. Arthur et moi nous sommes rencontrés quand j'avais seulement 19 ans. Il travaillait comme technicien dans un petit atelier d'outillage, et j'étais secrétaire dans la même entreprise. Ce n'était pas le coup de foudre. C'était quelque chose de mieux. C'était une reconnaissance. Comme si nos âmes s'étaient cherchées pendant des années et s'étaient finalement rencontrées. Nous sommes mariés 6 mois plus tard, malgré les conseils de ma famille qui disaient que nous étions trop jeunes, trop rêveurs, trop pauvres. Ils avaient raison sur une chose. Nous étions des rêveurs. Arthur rêvait de construire quelque chose de lui-même, quelque chose qu'il pourrait laisser en héritage. Je rêvais d'une famille, d'une maison remplie d'amour et de rire. Pendant 3 ans, nous avons économisé chaque sou. Nous vivions dans un appartement d'une chambre, mangions du riz et des haricots 4 fois par semaine, et n'avions ni télévision ni voiture. Mais nous avions un rêve commun, et cela valait plus que n'importe quel confort. Quand Preston, notre fils unique, est né, j'ai senti que ma vie était complète. C'était un beau bébé. Avec les yeux sombres d'Arthur et mon petit nez. Nous nous en occupions à deux. Arthur travaillait le matin. Je travaillais le soir, donc il y avait toujours quelqu'un avec le bébé. Nous ne pouvions pas nous permettre une babysitter. Nous ne pouvions pas nous permettre beaucoup de choses, mais Preston n'a jamais su ce que c'était d'avoir faim ou froid. Nous en sommes assurés. 2 ans après la naissance de Preston, Arthur est rentré. Les yeux brillants d'excitation. Il avait trouvé un petit atelier à louer. Presque abandonné, dans un parc industriel. C'est parfait, Eleanor, m'a-t-il dit en me prenant les mains. Nous pouvons commencer là. Usiner des pièces. Obtenir de petits contrats. Nous pouvons le faire grandir. J'ai regardé notre fils dormir dans son berceau. J'ai pensé à la stabilité que nous avions, au risque de quitter nos emplois sûrs. Mais quand j'ai vu la lumière dans les yeux de mon mari, j'ai su que je ne pouvais pas dire non. Faisons-le, ai-je dit. Ensemble, nous pouvons tout gérer. Les premières années ont été brutales. Arthur travaillait 16 heures par jour dans l'atelier. Je restais avec Preston. Pendant la journée, et la nuit, je tenais la comptabilité de l'entreprise à notre table de cuisine. Chiffres, factures, paie, recouvrement. J'ai tout appris de zéro. Il y a eu des mois où nous ne savions pas si nous allions pouvoir payer le loyer de l'atelier. Il y a eu des semaines où notre dîner était un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture parce que chaque dollar
Retournez directement à l'entreprise. Preston a grandi en voyant tout cela. Il a grandi en voyant son père rentrer à la maison avec les mains tachées d'huile. Épuisé mais souriant lorsque nous décrochions un nouveau contrat. Il a grandi en me voyant travailler jusqu'au petit matin, calculant les marges, appelant les clients, suppliant des prolongations de paiement. Je pensais que nous lui enseignons la valeur du travail acharné, de la persévérance, du sacrifice pour un rêve. Maintenant, je réalise que nous lui avons peut-être appris quelque chose de complètement différent. Quand Preston a eu 10 ans, l'entreprise a finalement commencé à se stabiliser. Nous avons décroché un contrat important avec un fabricant aérospatial qui avait besoin de pièces de précision. Arthur a embauché notre premier employé, puis le deuxième, puis le troisième. Nous avons déménagé dans une maison plus grande en banlieue. Nous avons acheté notre première voiture neuve. J'ai enfin pu quitter mon travail de nuit et me consacrer entièrement à la gestion de l'entreprise au côté d'Arthur. J'ai dit à Preston, vois, chérie, l'effort paie. Ton papa et moi avons construit tout cela de nos propres mains. Il m'a regardé avec ses yeux sombres qui me rappelaient tant Arthur et a dit quelque chose que j'aurais dû prendre comme un avertissement, mais que j'ai manqué pendant de nombreuses années. Maman, il y a des moyens plus rapides de gagner de l'argent. Il avait 10 ans. 10 ans. Et il pensait déjà que notre chemin avait été trop lent. Trop difficile, trop humble. En grandissant, le fossé entre Preston et nous est devenu plus évident. Il voulait des vêtements de marque. Nous lui achetions l'essentiel au grand magasin. Il voulait des fêtes somptueuses pour ses anniversaires. Nous lui organisions de simples célébrations à la maison avec la famille et des amis proches. Il avait honte que ses parents aient les mains calleuses et sales. Mes amis disent que vous ressemblez à des ouvriers, nous. A-t-il dit une fois quand il avait 14 ans. Arthur a ri et lui a montré ses mains. C'est parce que nous sommes des ouvriers, fiston. Des ouvriers qui ont bâti leur propre entreprise. Il n'y a aucune honte à cela. Mais pour Preston, c'était une énorme honte. Quand est venu le temps de l'université, nous lui avons proposé de l'envoyer dans une bonne université d'État. Nous avions suffisamment d'économies, mais il voulait une université privée, prestigieuse et coûteuse. Tous mes amis y vont, a-t-il insisté. Je ne peux pas aller dans une université d'État quelconque. Arthur a refusé. Avec ce que coûte cette scolarité, nous pourrions agrandir l'usine, embaucher plus de monde, obtenir de meilleurs équipements. Sois raisonnable, Preston. Mon fils ne nous a pas parlé pendant 2 semaines. Finalement, nous sommes parvenus à un compromis. Il irait à l'université d'État, mais il étudierait l'administration des affaires. De cette façon, tu pourras nous aider avec l'entreprise quand tu auras ton diplôme. Ai-je dit avec espoir. Il n'a pas répondu. Il avait déjà d'autres plans que je ne pouvais pas voir. Au collège, Preston a complètement changé. Il traînait avec les enfants de cadres importants de familles aisées. Il a commencé à s'habiller différemment, à parler différemment, à nous regarder différemment. Quand il rentrait à la maison, ce qui était de moins en moins fréquent, il critiquait tout. Le décor démodé, nos vieilles voitures, la nourriture simple que je cuisinais. Pourquoi n'embauchez-vous pas un architecte d'intérieur? Pourquoi n'achetez-vous pas une Mercedes? Pourquoi maman cuisine au lieu de commander à emporter, a-t-il demandé avec dédain. Arthur a essayé de le raisonner. Fils, nous avons assez d'argent pour bien vivre, mais nous avons aussi des responsabilités. Des employés qui dépendent de nous, des contrats à remplir, des investissements à faire dans l'entreprise. Nous ne dépensons pas dans des luxes inutiles. Preston a raillé. C'est pourquoi vous ne serez jamais vraiment riche. Vous ne comprenez pas comment fonctionne le vrai argent.
Il a rencontré Courtney lors de sa dernière année. Elle venait d'une famille riche. Son père était associé dans une société d'investissement. La première fois qu'il l'a ramenée à la maison, j'ai vu comment elle regardait notre maison. Avec un mépris à peine voilé. Comment elle a froncé le nez quand j'ai servi mon plat spécial. Comment elle a chuchoté des choses à Preston qui l'ont fait rire. Pendant qu'il nous regardait. À leur mariage, que les parents de Courtney ont payé parce qu'ils insistaient pour qu'il ait lieu dans un hôtel 5 étoiles que nous ne pouvions pas nous permettre. J'ai entendu sa mère dire à une amie. C'est dommage que Preston vienne d'une famille si modeste, mais il est différent. Il a de l'ambition. Je n'ai rien dit. J'ai souri, j'ai serré mon fils dans mes bras et je lui ai souhaité le bonheur. Mais quelque chose s'est brisé dans mon cœur ce jour-là. Arthur m'a serré la main pendant la cérémonie. Peut-être que quand il aura sa propre famille, il comprendra ce que nous avons fait pour lui, a-t-il chuchoté. Je voulais le croire. Dieu sait que je voulais le croire. Mais au fond, je savais que nous avions perdu notre fils bien avant. Nous l'avions perdu au profit d'un monde qui valorisait les apparences plus que le caractère, l'argent facile plus que le travail honnête, le statut plus que l'amour. Et maintenant, 5 ans après la mort d'Arthur, ce fils se tenait devant un juge, essayant de me prendre tout ce que son père et moi avions construit de nos propres mains. Les 6 premiers mois après la mort d'Arthur furent les plus difficiles de ma vie. Je ne gérais pas seulement le chagrin de perdre l'amour de ma vie, mais aussi l'énorme responsabilité de maintenir l'entreprise à flot. Chaque matin, je me réveillais à 4h30, me faisais un café noir et examinais les commandes du jour. Avant le lever du soleil. Les employés me respectaient, mais je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Une femme de 61 ans sans formation technique formelle. Pouvait-elle vraiment maintenir une entreprise de fabrication aérospatiale en activité? Je me posais cette question chaque soir avant de dormir. Preston est apparu à l'usine 3 semaines après les funérailles. Il est arrivé dans sa voiture. Importé avec Courtney à ses côtés, tous deux habillés comme s'ils revenaient d'une importante réunion de conseil d'administration. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-il dit sans même dire bonjour. Il m'a emmené dans le bureau qui avait été celui d'Arthur, le bureau où je passais maintenant 14 heures par jour. Et a fermé la porte. J'ai examiné les finances de l'entreprise, a-t-il commencé comme s'il en avait le droit. La situation n'est pas viable. Papa a maintenu cela grâce à sa seule volonté, mais sans lui, ça va s'effondrer. J'ai des contacts avec des investisseurs qui sont intéressés par l'achat du terrain et de l'équipement. On pourrait obtenir un bon prix. J'ai senti mon sang bouillir. Cette entreprise n'est pas à vendre, Preston. Ton père a dédié sa vie à la construire, et je vais honorer cet héritage. Courtney est intervenue. Avec cette voix douce et vénéneuse qu'elle avait. Eleanor, sois réaliste. Tu n'as pas l'expérience ni l'énergie pour gérer ça. Il vaut mieux vendre maintenant que d'attendre que tout s'effondre et ne vaille plus rien. Je l'ai fixé. Cette conversation est terminée. J'ai du travail. Preston est devenu rouge de colère. Tu es têtu et irrationnel. Je vais t'empêcher de jeter à la poubelle tout ce que papa a construit à cause de ta stupide fierté. Il est sorti en trombe, claquant la porte. C'était le premier signe que mon fils n'allait pas abandonner facilement. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des appels d'anciens clients annulant des commandes sans explication claire. On nous disait que l'entreprise avait des problèmes financiers. L'un d'eux m'a dit, quand j'ai insisté pour connaître la raison, que le propriétaire actuel n'avait pas la capacité de respecter les délais. Je n'avais eu aucun retard. Chaque commande partait à temps avec la même qualité que toujours. Quelqu'un répandait des rumeurs. J'ai embauché un comptable pour auditer les finances.
Parce que je commençais à douter de moi-même. Madame Vance, m'a-t-il dit. Après 2 semaines d'analyse. Votre entreprise est parfaitement saine. En fait, vos marges bénéficiaires se sont améliorées ces derniers mois. Je ne sais pas. Qui vous dit que vous avez des problèmes, mais ils mentent. J'ai ressenti du soulagement et de la rage en même temps. Soulagement parce que je ne devenais pas folle. Rage parce que je savais exactement qui était derrière tout ça. Lors des réunions de famille, qui devenaient de plus en plus tendues, Preston a commencé à faire des commentaires sur ma santé mentale devant d'autres membres de la famille. Maman est très stressée ces derniers temps, disait-il avec une fausse préoccupation. Parfois, elle oublie des choses, se mélange les dates. Je m'inquiète qu'elle soit seule à gérer autant. Je protestais, mais il souriait d'un air condescendant. Ne te fâche pas, maman. C'est normal à ton âge. C'est pourquoi tu devrais sérieusement envisager de prendre ta retraite. Courtney ajoutait son venin. Nous l'avons vue l'autre jour à l'épicerie. Elle semblait perdue. N'est-ce pas, chérie? Elle ne se souvenait plus où elle avait laissé la voiture. C'était un mensonge. Un mensonge complet. Mais elle le disait avec une telle conviction que certains proches me regardaient avec pitié. Un jour, Mike m'a appelé dans le bureau, alarmé. Madame, vous devez voir ça. Il m'a montré un email qu'il avait reçu de quelqu'un se présentant comme faisant partie du service des ressources humaines de notre entreprise. L'email instruisait les superviseurs de se préparer à un changement imminent de direction car la propriétaire actuelle serait déclarée incompétente. Je sais que vous n'enverriez jamais quelque chose comme ça, a dit Mike. Mais ça a été envoyé à tous les superviseurs. Quelqu'un essaie de créer le chaos. Nous avons tracé l'email. Il avait été envoyé depuis un faux compte, mais l'adresse IP remontait à un café près du bureau de Preston. Ce n'était pas une preuve définitive, mais c'était suffisant pour moi. J'ai confronté mon fils au téléphone. Je sais ce que tu fais, Preston. Je sais que tu essaies de me saboter. Il a ri. Maman, tu es paranoïaque. Peut-être que tu as vraiment besoin d'aide professionnelle. Courtney connaît un bon gériatre qui pourrait t'évaluer. J'ai raccroché, tremblante de fureur. Les choses ont empiré. Des inspections surprises ont commencé à arriver à l'usine. OSHA, l'EPA, audit. Fiscaux. Chaque semaine, c'était quelque chose de différent. Nous passions toujours les inspections car notre opération était impeccable. Mais chaque visite signifiait du temps perdu, du stress supplémentaire, des employés nerveux. C'est comme si quelqu'un nous signalait constamment, a commenté notre avocat d'entreprise. Un après-midi, en parcourant le courrier de l'entreprise, j'ai trouvé une lettre qui m'a glacé le sang. C'était une notification que notre ligne de crédit auprès de la banque avait été annulée. J'ai immédiatement appelé le directeur. Quelqu'un avec qui Arthur et moi avions travaillé pendant 15 ans. Je suis tellement désolé, Eleanor, a-t-il dit avec malaise. Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant la stabilité de l'entreprise et il y a eu aussi un appel de votre fils. Il a dit que vous preniez des décisions financières irresponsables en raison d'un déclin cognitif. En tant que membre direct de la famille, il avait le droit d'exprimer son inquiétude. Et vous l'avez cru? Ai-je demandé incrédule, sans même vérifier avec moi. Il y a eu un silence à l'autre bout. Il a présenté des documents qui semblaient légitimes. Des rapports médicaux, des évaluations. Nous pensions agir dans votre meilleur intérêt. J'ai senti le monde s'écrouler. Ces rapports sont faux. Je n'ai jamais été évalué pour un déclin cognitif. Mon fils ment. Le directeur a toussé maladroitement. Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez
Déposer un recours formel. Mais le processus prend du temps. Du temps que je n'avais pas. Sans la ligne de crédit, je ne pouvais pas acheter de matériaux. Pour les grosses commandes. Je ne pouvais pas étendre les opérations. J'étais financièrement étranglé. Cette nuit-là, seul dans ma maison, j'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles d'Arthur. Non pas des larmes de tristesse, mais d'impuissance et de trahison. Mon propre fils me détruisait. Systématiquement, et il le faisait d'une manière légale si calculée que je ne savais pas comment l'arrêter. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. Qu'Arthur m'avait dit il y a des années, lorsque nous étions confrontés à un client difficile qui essayait de nous arnaquer sur un paiement. Éléanore, les gens cruels sous-estiment toujours ceux qu'ils considèrent faibles. C'est leur plus grande faiblesse. Laisse-les te sous-estimer et ensuite montre-leur qui tu es vraiment. J'ai essuyé mes larmes. Preston pensait qu'il m'avait acculé. Il pensait que j'étais juste une vieille femme confuse qui allait céder à sa campagne de harcèlement. Il ne savait pas que chaque appel suspect, chaque faux email, chaque inspection injustifiée, je documentais tout. Date, nom, preuve. Je construisais un dossier. Si mon fils voulait la guerre, il l'aurait. Mais ce serait une guerre qu'il n'avait jamais vue venir. J'ai discrètement embauché un avocat spécialisé dans la fraude d'entreprise. Je lui ai montré tout ce que j'avais collecté. Il a sifflé doucement. C'est grave, Madame Vance. Votre fils pourrait faire face à des accusations criminelles si nous prouvons qu'il a falsifié des documents médicaux et commis une fraude bancaire. Je lui ai demandé d'enquêter sur tout, mais de le faire discrètement. Je ne veux pas qu'il sache que je me prépare encore. Qu'il pense qu'il est en train de gagner. Pendant ce temps, en surface, je continuais à travailler 14 heures par jour. Je continuais à sourire aux employés, à exécuter les contrats, à maintenir la qualité impeccable qui avait été la marque de fabrique d'Arthur, et en secret, je préparais ma contre-attaque. Ce que je ne savais pas, c'est que Preston préparait déjà son coup final. Le coup qu'il pensait me détruire complètement et lui donner tout ce qu'il voulait. La requête en faillite. Forcée. Tout a éclaté un mercredi après-midi, 3 mois après que j'ai commencé à documenter systématiquement toutes les attaques de Preston. J'étais dans l'atelier, vérifiant l'inventaire avec Mike, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu distraitement. Madame Éléanore Vance, veuve d'Arthur Vance, a demandé une voix formelle à l'autre bout. Je suis l'huissier de justice du tribunal de district. Je dois vous informer que vous avez été poursuivi par votre fils, Preston Vance, qui demande une déclaration d'incapacité juridique et la faillite forcée de votre entreprise pour mauvaise gestion. Le téléphone m'a presque échappé des mains. Quoi, fut tout ce que je pus articuler. L'huissier a continué d'une voix monotone, lisant des termes juridiques que je traitais à peine. Date d'audience, palais de justice. Obligation de comparaître, conséquence de l'absence. Quand il a raccroché, je suis resté paralysé, fixant le mur du bureau où était accrochée une photo d'Arthur et moi du jour où nous avions ouvert l'usine, souriant, plein d'espoir. Mike a remarqué mon visage pâle. « Madame, ça va ?» Je n'ai pas pu répondre. Je lui ai simplement tendu le téléphone où j'avais noté les informations. Je l'ai vu lire, l'ai vu pâlir aussi. Ce fils de pute, a-t-il marmonné. Pardonnez mon langage, madame, mais votre fils est un fils de pute. Je ne l'ai pas corrigé. Il avait raison. J'ai immédiatement appelé mon avocat, celui qui avait discrètement enquêté sur les activités de Preston. Je sais, a-t-il dit avant que je puisse parler. Je viens de recevoir une copie du dossier. C'est agressif, très agressif. Il a expliqué que Preston avait
Déposer une plainte affirmant que je souffrais d'un grave déclin cognitif, que j'avais pris des décisions financières irresponsables, mettant l'entreprise en danger. Et qu'en tant que seul héritier direct, il avait le droit et l'obligation d'intervenir pour sauver les actifs familiaux. Et les preuves que nous avons collectées, ai-je demandé d'une voix tremblante. Les faux emails, les appels frauduleux, les rapports médicaux inventés. Mon avocat a soupiré. Tout cela est utile. Mais il a présenté des documents qui, en apparence, semblent légitimes. Nous devons prouver qu'ils sont faux et cela prend du temps. L'audience est dans 2 semaines. C'est très peu de temps pour construire une défense solide. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans mon salon, entourée de cartons de documents d'entreprise, de photos, de 38 ans d'histoire, de plans techniques avec l'écriture d'Arthur dans les marges. Tout ce que nous avions construit, tout ce qui avait un sens allait être arraché par notre propre fils. Le lendemain, Preston est apparu à l'usine. Il n'était pas venu depuis des mois. Mais maintenant, il marchait avec la confiance de quelqu'un qui se considère déjà comme le propriétaire de l'endroit. « Maman » a-t-il dit sans aucune émotion dans la voix. « Je suis venu faire une dernière tentative d'être raisonnable. Laisse tomber ton opposition au procès. Accepte l'évaluation médicale et je m'assurerai que tu aies une retraite digne. Une allocation mensuelle, une petite maison, tout ce dont tu as besoin. Mais l'entreprise doit passer sous mon contrôle. » Je l'ai regardé sans le reconnaître. Cet homme en costume à $3000 avec des chaussures italiennes et une montre suisse, parlant de ma vie comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale, n'était pas le bébé que j'avais bercé dans mes bras. Ce n'était pas le garçon à qui j'avais chanté des berceuses. Non, ai-je dit. Simplement. Il a serré la mâchoire. Tu fais une erreur. Dans 2 semaines, le juge va de toute façon te déclarer incompétente. Pourquoi subir l'humiliation publique? Parce que ton père ne m'a pas élevé pour me soumettre au tyran. Ai-je répondu. Même si ce tyran est mon propre fils. J'ai vu un éclair de quelque chose dans ses yeux. Culpabilité, douleur. C'est passé si vite que j'ai pu l'imaginer. Comme tu veux, a-t-il dit froidement. Rendez-vous au tribunal. Et maman, prépare-toi à tout perdre. Les jours suivants furent un enfer de préparation juridique. Mon avocat travaillait 18 heures par jour à rassembler des preuves, à préparer des témoignages, à construire notre défense. Mais il y avait un problème. Preston avait été méticuleux. Chaque action frauduleuse qu'il avait commise était cachée derrière des couches de déni plausibles. Les faux emails provenaient de comptes anonymes. Les appels aux clients ne pouvaient pas être directement tracés jusqu'à lui. Les faux rapports médicaux avaient des signatures qui semblaient légitimes. C'est comme se battre contre un fantôme, a admis mon avocat. Frustré. Nous savons que c'était lui, mais le prouver légalement est une autre chose. Je n'allais pas abandonner. J'ai passé ces jours à examiner chaque document, chaque email, chaque appel téléphonique des derniers mois, à la recherche de cette erreur, de cette preuve qui prouverait définitivement la conspiration de Preston. Et puis, 6 jours avant l'audience, quelque chose s'est passé qui allait tout changer. J'étais dans mon bureau à 23 heures, épuisé, à examiner de vieux contrats quand mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Vance, je suis Franck, l'avocat qui a travaillé avec votre fils sur le procès. Je dois vous parler d'urgence. Ce que Preston fait n'est pas juste. J'ai des informations qui peuvent vous aider. Mon cœur s'est emballé. Un piège? Une opportunité? J'ai décidé de prendre le risque. J'ai répondu en demandant à le rencontrer dans un restaurant public le lendemain.
Je suis arrivée tôt, nerveuse, observant chaque visage qui entrait. Frank s'est avéré être un homme d'une quarantaine d'années, l'air fatigué et coupable. Il s'est assis en face de moi et sans préambule a dit « J'ai démissionné du cabinet ce matin. Je ne peux pas faire partie de ce que Preston fait. » Il a expliqué. Il m'a embauché pour monter un dossier juridique, mais quand j'ai réalisé qu'il était basé sur des documents falsifiés et une diffamation systématique, je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer. Il m'a menacé, a dit qu'il détruirait ma carrière si je ne coopérais pas. Il a sorti une enveloppe Kraft de sa mallette. Voici tout. Des enregistrements de conversations où Preston admet que les rapports médicaux sont faux. Des emails où il donne des instructions à Courtney d'appeler vos clients, prétendant être un employé inquiet. Des virements bancaires montrant qu'il a payé quelqu'un pour falsifier votre signature sur des documents. Tout. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi m'aider? Frank m'a regardé avec tristesse. Parce que ma mère est morte l'année dernière. Je n'ai jamais eu la chance de lui dire à quel point je l'admirais, à quel point j'appréciais ses sacrifices. Quand je vois ce que Preston vous fait, une femme qui a travaillé toute sa vie pour lui donner tout, je ne peux pas en faire partie. Ma conscience ne me le permet pas. Cette nuit-là, mon avocat et moi avons examiné chaque page de l'enveloppe. C'était de l'or pur, des preuves irréfutables, admissibles au tribunal, prouvant chaque point de notre défense. Preston n'avait pas seulement essayé de prendre l'entreprise. Il avait commis une fraude, un faux et usage de faux, et une conspiration. Il pourrait faire face à des accusations criminelles. Mais il y avait plus. Parmi les documents, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait pleurer de rage et de tristesse. Simultanément. Une série de messages entre Preston et Courtney discutant de ce qu'il fallait faire avec l'entreprise une fois qu'il l'aurait. Nous vendons le terrain immédiatement, a écrit Courtney. Liquidons l'équipement. Avec un peu de chance, nous obtenons 2 millions. Nous achetons le Pantouse dans la communauté fermée et oublions cette usine sale pour toujours, a répondu Preston. Parfait. Maman ne saura jamais que l'entreprise valait beaucoup plus. Au moment où elle s'en rendra compte, nous aurons déjà dépensé l'argent. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était de la pure cruauté. Il prévoyait non seulement de voler l'entreprise, mais de la détruire, d'effacer l'héritage d'Arthur, et de dépenser l'argent en luxe pendant que je vivais dans l'illusion. Pensant qu'il avait sauvé quelque chose, j'ai fermé les yeux et j'ai senti la présence d'Arthur à mes côtés. Je pouvais presque l'entendre chuchoter, « Maintenant tu les as, mon amour. Maintenant montre-leur qui tu es. » Mais il restait une dernière chose que mon avocat a découverte 3 jours avant. L'audience. Quelque chose que même Frank ne savait pas. En enquêtant sur les mouvements financiers de l'entreprise, il a trouvé que quelques jours avant que Preston ne dépose la demande de faillite, j'avais reçu une notification officielle du département de la Défense. Ils avaient accepté notre proposition pour un contrat de 5 ans pour fabriquer des composants essentiels pour les systèmes aérospatiaux, 75 millions de dollars, le plus grand contrat de l'histoire de notre entreprise. La notification était arrivée dans mon email. Mais une copie physique avait également été envoyée à l'adresse de l'entreprise. Cette copie ne m'est jamais parvenue. Nous avons vérifié les registres de réception. Quelqu'un l'avait signée et l'avait prise. La signature était illisible, mais la date correspondait au jour où Preston avait visité l'usine. Pour la seule fois au cours des 6 derniers mois. Il savait. Il savait pour le contrat de 75 millions de dollars. Et pourtant, il a déposé la demande de faillite alléguant que l'entreprise n'était pas viable. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était un sabotage économique à grande échelle. Mon avocat m'a
regardait avec un mélange d'admiration et de colère. Madame Vance, quand le juge verra cela, Preston ne perdra pas seulement le procès. Il pourrait aller en prison. J'ai hoché la tête lentement. Une partie de moi, la mère qui vivait encore dans un coin de mon cœur, ressentait de la douleur pour ce que j'étais sur le point de faire à mon fils. Mais la femme qu'Arthur avait aimée, la battante qui avait construit une entreprise à partir de zéro, savait exactement ce qu'elle devait faire. Que justice soit faite, ai-je dit fermement. Qu'en soit le coup. Le jour de l'audience s'est levé, froid et gris. Je me suis réveillé à 4 heures du matin après à peine 2 heures de sommeil agité. J'ai fixé le plafond de ma chambre, la même pièce que j'avais partagée avec Arthur pendant 42 ans, et j'ai ressenti son absence comme une douleur physique dans ma poitrine. J'aimerais que tu sois là, ai-je chuchoté à l'obscurité. J'aimerais que tu vois ce qu'est devenu notre fils. Je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai sorti du placard la robe grise que j'avais portée aux funérailles d'Arthur. Elle était sombre, digne, appropriée. J'ai relevé mes cheveux en un simple chignon. Je ne portais aucun bijou, à l'exception de mon alliance. Je voulais que le juge voie exactement ce que j'étais, une femme de 66 ans qui avait travaillé toute sa vie. Et non une vieille dame sénile incapable de gérer ses propres affaires. Mon avocat est venu me chercher à 7 heures. Pendant le trajet jusqu'au palais de justice, nous avons revu la stratégie une dernière fois. Ils vont attaquer en premier, a-t-il expliqué. Ils présenteront leurs preuves de votre prétendue incompétence. Des témoignages payés, de faux rapports médicaux, tout l'arsenal. Laissez-les se noyer dans leurs propres mensonges, et ensuite nous présenterons les nôtres. J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Nous sommes arrivés au palais de justice 20 minutes en avance. Le bâtiment était imposant avec des colonnes de marbre et des couloirs qui résonnaient à chaque pas. Je n'y étais allé qu'une seule fois auparavant. Il y a des années, quand Arthur et moi avions eu un litige contractuel avec un fournisseur, nous avions gagné cette affaire. Je priais Dieu que nous gagnerions celle-ci aussi. Preston et Courtney étaient déjà là, assis sur un banc dans le couloir. Ils portaient un costume sombre impeccable, qui coûtait probablement plus que la paie mensuelle de mon atelier. Courtney portait un ensemble de créateurs couleur crème et des talons si hauts que je me demandais comment elle pouvait marcher avec. Quand ils m'ont vu, Preston s'est levé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maman, a-t-il dit fort? Assez fort pour que les autres dans le couloir puissent t'entendre. Je suis content que tu sois venu. Je sais que c'est difficile pour toi, mais c'est pour le mieux. Tu verras. Il agissait comme s'il me rendait service, comme si détruire ma vie était un acte d'amour filial. Je ne lui ai pas répondu. Je suis simplement entré dans la salle d'audience, la tête haute. J'ai entendu Courtney chuchoter quelque chose à Preston et ils ont tous les deux ri. Ce son m'a transpercé comme un couteau. La salle d'audience s'est vite remplie. J'ai reconnu certains de mes employés qui étaient venus me soutenir. Mike, notre contremaître, Norma, la comptable, d'autres qui avaient travaillé avec Arthur et moi pendant des années. Leur visage montrait de l'inquiétude et de la loyauté. De l'autre côté, Preston avait amené certains de ses amis d'affaires. Des gens que je ne connaissais pas, probablement pour donner l'impression qu'ils avaient un soutien communautaire. Le juge Miller est entré à 9 heures précises. C'était un homme d'environ 55 ans avec des cheveux gris et une expression sérieuse qui ne révélait rien. Tout le monde se lève, a annoncé l'huissier. Le tribunal est maintenant en session. Affaire numéro 2847. Preston Vance. Contre Eleanor Vance. Requête en déclaration d'incapacité et faillite. Involontaire. L'avocat de Preston était un homme que je ne connaissais pas, un
Homme imposant avec une voix forte qui a commencé sa déclaration liminaire avec un récit conçu pour me faire passer pour une vieille femme confuse et têtue. Votre honneur, a-t-il commencé. Nous sommes ici parce qu'un fils inquiet essaie de sauver l'héritage de son père de la mauvaise gestion d'une femme qui, avec tout le respect que je lui dois, n'a plus les facultés mentales pour diriger une entreprise complexe. Pendant l'heure suivante, ils ont présenté leur cas. Ils ont fait venir un soi-disant médecin qui a témoigné avoir évalué mon comportement à distance et détecté des signes de déclin cognitif. Ils ont fait venir un comptable qui a affirmé que les finances de l'entreprise montraient des décisions erratiques et irresponsables. Ils ont même fait venir un témoin qui a prétendu m'avoir vu confuse à l'épicerie, incapable de me souvenir où j'avais garé ma voiture. Tout était un mensonge. Tout était du théâtre. Mais ils l'ont présenté avec une telle conviction, avec tant de documents apparemment légitimes que j'ai vu le juge prendre des notes avec une expression de plus en plus sérieuse. J'ai senti la panique commencer à me monter à la gorge. Et s'il les croyait? Et si nos preuves n'étaient pas suffisantes? Preston a témoigné. Sous serment, il a regardé le juge avec des yeux feignant la douleur et l'inquiétude. Votre honneur, j'aime ma mère. Tout ce que je fais est pour son propre bien. Depuis la mort de mon père, je l'ai vue se détériorer. Elle oublie des rendez-vous importants, prend des décisions sans consulter personne, refuse d'écouter les conseils professionnels. L'entreprise que mon père a construite est au bord de l'effondrement à cause de son entêtement. Il a marqué une pause comme si cela lui faisait mal de continuer. Je sais qu'elle pense que je la trahis. Mais un jour, quand elle sera en sécurité, bien soignée, j'espère qu'elle comprendra que j'ai fait cela par amour. Je voulais crier. Je voulais me lever et le traiter de menteur, de manipulateur, de traître, mais mon avocat m'a serré doucement le bras. Attendez, a-t-il chuchoté. Pas encore. Courtney a également témoigné, des larmes qui semblaient réelles coulant sur ses joues parfaitement maquillées. Elle a parlé de comment elle m'avait vu perdu lors de réunions de famille, comment je répétais les mêmes histoires. Encore et encore, comment elle avait trouvé de la nourriture avariée dans ma cuisine parce que j'avais soi-disant oublié les dates. C'est douloureux de voir quelqu'un que vous aimez s'effacer ainsi, a-t-elle dit d'une voix brisée. Mais Preston fait ce qu'il faut, même si c'est difficile. Le juge Miller a tout écouté attentivement. Lorsque l'avocat de Preston a terminé sa présentation, il a regardé vers notre table. La défense souhaite-t-elle présenter son cas? Mon avocat s'est levé. Oui, votre honneur, et je crois que ce que nous allons vous montrer changera complètement votre perspective sur cette affaire. Nous avons commencé lentement, méthodiquement. Nous avons présenté les vrais dossiers médicaux de mon médecin traitant des 20 dernières années, montrant que je n'avais jamais été diagnostiqué avec un déclin cognitif quelconque. Le médecin a témoigné par visioconférence, Madame Vance est en excellente santé mentale pour son âge. Vive, cohérente, parfaitement capable de prendre des décisions complexes. Ensuite, nous avons présenté les états financiers de l'entreprise auditée par un cabinet indépendant. L'entreprise n'est pas seulement saine, a expliqué l'auditeur, mais a amélioré ses marges. Bénéficiaire de 18% depuis que Madame Vance a assumé le contrôle total. Ce n'est pas le profil d'une gestion incompétente. J'ai vu la confiance sur le visage de Preston commencer à s'estomper lentement, mais le meilleur restait à venir. Mon avocat s'est approché de la barre avec une enveloppe. Votre honneur, je vais maintenant présenter des preuves que ce procès n'est pas un acte d'amour filial, mais une tentative calculée de fraude et de vol. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à sortir les documents un par un. Les enregistrements de Preston admettant que les rapports médicaux étaient faux. Les emails donnant des instructions à Courtney de saboter mes relations avec les clients.
Les virements bancaires à la personne qui a falsifié des documents. Le visage de Preston est passé de confiant à pâle en quelques secondes. Votre honneur, a balbutié son avocat. Nous ne savons pas d'où proviennent ces prétendues preuves. Elles pourraient être falsifiées. Mon avocat a souri. Tout a été vérifié par des experts médico-légaux. Nous avons des déclarations sous serment du technicien audio qui a confirmé l'authenticité des enregistrements, du spécialiste des documents qui a vérifié les emails, et de la banque qui a confirmé les virements. Et puis est venu le moment que j'attendais. Mon avocat a sorti le dernier document. Votre honneur, il y a un détail supplémentaire que la Cour doit connaître. Monsieur Preston Vance a déposé cette plainte alléguant que l'entreprise de sa mère est en faillite. Qu'elle n'est pas viable, qu'elle est au bord de l'effondrement. Il a marqué une pause dramatique. Monsieur Vance pourrait-il alors expliquer pourquoi, 3 jours avant de déposer cette plainte, l'entreprise de sa mère a signé un contrat avec le département de la défense des États-Unis d'une valeur de 75 millions de dollars? Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement des lumières fluorescentes. Le juge Miller a levé les yeux brusquement des documents qu'il examinait. Excusez-moi, a-t-il dit, la voix pleine d'incrédulité. 75 millions de dollars? Mon avocat a hoché la tête. Exactement, votre honneur. Un contrat de 5 ans pour la fabrication de composants aérospatiaux critiques. La notification officielle est arrivée à Madame Vance il y a 2 semaines. Mais curieusement, la copie physique envoyée à l'entreprise a disparu le jour même où Monsieur Preston Vance a fait sa seule visite à l'installation en 6 mois. Le juge Miller a regardé Preston avec une expression qui aurait pu geler l'enfer. Attendez un instant, a-t-il dit lentement. Chaque mot chargé d'autorité. C'est la société qui vient de signer le contrat de défense de 75 millions de dollars. Il m'a regardé directement. Madame Vance, êtes-vous la propriétaire de Précision Aérospace Components? J'ai hoché la tête, la voix nouée dans la gorge. Oui, votre honneur. Le juge a sifflé doucement. Je dois voir ce contrat tout de suite. Mon avocat s'est approché de la barre et a remis au juge Miller une copie certifiée conforme du contrat avec le DOD. J'ai vu ses yeux parcourir les pages, j'ai vu son front se plisser davantage à chaque ligne qu'il lisait. Le silence dans la pièce était si dense que je pouvais le sentir appuyé contre ma poitrine. Preston est resté immobile à son siège, le visage pâle. Courtney avait la main pressée sur sa bouche comme pour retenir un cri. C'est extraordinaire, a murmuré le jugeant, levant finalement les yeux. Madame Vance, vous avez personnellement négocié ce contrat. Je me suis levé sur des jambes tremblantes. Oui, votre honneur. Au cours des 8 derniers mois, j'ai travaillé avec des ingénieurs du département de la défense pour développer des prototypes de composants qui répondaient à leurs spécifications exactes. Nous avons soumis notre proposition il y a 3 mois. L'approbation est arrivée il y a 2 semaines. Le juge a regardé Preston avec une expression mêlant dégoût et étonnement. Monsieur Vance, vous déposez une plainte alléguant que votre mère est incompétente pour diriger son entreprise. Et pourtant, cette même entreprise vient de décrocher l'un des contrats gouvernementaux les plus lucratifs de l'industrie aérospatiale. Comment expliquez-vous cette contradiction? Preston a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Son avocat s'est levé rapidement. Votre honneur, mon client n'était pas au courant de ce contrat. Cela ne change pas le fait qu'il y a des préoccupations légitimes concernant la santé mentale de la dame. Le juge l'a coupé d'un geste sec de la main. Asseyez-vous. Monsieur l'avocat. Je pense qu'il y a beaucoup plus dans cette affaire que ce qui a été initialement présenté. Mon avocat a saisi l'occasion. Votre honneur,
avec votre permission, j'aimerais diffuser un enregistrement qui illustre exactement quelles étaient les véritables intentions de Monsieur Vance. Le juge a hoché la tête. Procédez. La voix de Preston a rempli la pièce. C'était un enregistrement d'une conversation téléphonique avec Courtney. Clair. Et sans équivoque. Ce vieux Frank commence à s'inquiéter des documents médicaux, disait Preston. Il dit qu'il pourrait être considéré comme un faux. Je lui ai dit de se taire et de faire son travail. Maman n'a aucun moyen de prouver qu'ils sont faux. Au moment où elle réalisera ce que nous faisons, nous aurons déjà le contrôle de l'entreprise. La voix de Courtney a répondu. Et si le juge ne la déclare pas incompétente? Preston a ri. Alors nous utilisons le plan B. La faillite forcée. Avec toutes les rumeurs que nous avons répandues, tous les contrats que nous avons sabotés, nous pouvons faire croire que l'entreprise est en difficulté financière. D'une manière ou d'une autre, nous aurons cette usine. Il y a eu des halètements dans la salle d'audience. J'ai vu Mike, mon contremaître, serrer les poings de rage. J'ai vu Norma s'essuyer les larmes des yeux. Le juge Miller avait cessé de prendre des notes et fixé Preston avec une expression de mépris total. Il y a plus, votre honneur, a poursuivi mon avocat. Il a projeté une série de mets sur un écran. Le premier était de Preston à Courtney. Appelle les clients de la liste. Fait semblant d'être un employé inquiet. Dis-leur que maman a des épisodes de confusion, qu'il y a eu des erreurs dans les commandes. N'utilise pas ton vrai nom. Le suivant était de Courtney à Preston. J'ai appelé 6 clients aujourd'hui. 3 ont annulé leur commande. Les autres ont dit qu'ils y réfléchiraient. Cela fonctionne mieux que prévu. Un autre email. Celui-ci de Preston à quelqu'un identifié uniquement. Comme j'ai besoin de rapports médicaux indiquant un déclin cognitif pour une femme de 61 ans. Ils doivent avoir l'air légitimes. Sceau et signature de médecin. Je vous paierai $5 000 pour l'ensemble. La réponse, c'est fait. Je les envoie demain. Assurez-vous que le paiement est en espèces. Le juge Miller a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Autre chose, a-t-il demandé d'une voix fatiguée. Mon avocat a hoché la tête. Oui, votre honneur. Il a projeté une conversation par SMS entre Preston et Courtney datant d'il y a seulement 3 semaines. Courtney a écrit, « As-tu vu que ta mère a décroché un gros contrat gouvernemental? Que allons-nous faire ?» Preston a répondu, « J'ai déjà intercepté la copie physique qui est arrivée à l'usine. Elle n'a que la notification par email. Nous procédons au procès comme prévu. Une fois que nous aurons le contrôle, ce contrat est de l'or. Nous pouvons vendre l'entreprise pour le triple de ce que nous pensions. Et voici la partie la plus révélatrice, a poursuivi mon avocat. Il a projeté un autre message de Preston à Courtney. Quand nous aurons l'entreprise, nous vendons tout immédiatement. Le terrain, l'équipement. Liquidons tout. Avec un peu de chance, nous obtenons 2 millions. Nous achetons le Pantouz et oublions cette usine sale. Maman ne saura jamais que l'entreprise valait beaucoup plus avec le contrat gouvernemental. Le silence qui a suivi a été dévastateur. J'ai regardé Preston et pour la première fois de tout ce cauchemar, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être de la honte, mais cela a disparu si vite que j'ai peut-être seulement imaginé. Courtney pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de comédie. C'étaient des larmes paniquées de quelqu'un qui venait de réaliser que son monde était sur le point de s'effondrer. Le juge Miller s'est levé lentement. Tout le monde dans la pièce s'est levé également. « Monsieur Vance, » a-t-il dit, d'une voix tremblante de colère contenue. Au cours de mes 25 ans sur le banc, j'ai vu de nombreuses affaires désagréables, mais rarement ai-je vu quelque
Chose d'aussi calculée, d'aussi cruelle, d'aussi complètement méprisable que ce qui vient d'être révélé dans cette salle d'audience. Il a regardé Preston droit dans les yeux. Vous n'avez pas seulement essayé de voler votre mère. Vous avez essayé de détruire sa réputation, sa santé mentale perçue, son entreprise, son héritage. Et vous l'avez fait avec une froideur qui suggère une absence totale de conscience. Preston a essayé de parler. Votre honneur, je ne faisais que. Le juge a levé une main. Non, vous avez assez menti pour aujourd'hui. Ce procès est immédiatement rejeté. De plus, j'ordonne une enquête criminelle pour faux et usage de faux, fraude, complot en vue de commettre une fraude et sabotage économique. Il s'est tourné vers moi. Madame Vance, je suis profondément désolé que vous ayez dû traverser cette expérience. Il est évident que vous êtes une femme d'affaires compétente, capable, parfaitement maîtresse de ses facultés. Votre entreprise est entre d'excellentes mains. Les vôtres. J'ai senti des larmes commencer à couler sur mes joues. Des larmes de soulagement, de vindication, de douleur pour tout ce que j'avais dû endurer. Le juge a poursuivi, de plus, j'émets une ordonnance de restriction temporaire. Monsieur Vance, vous ne pouvez pas approcher votre mère, son entreprise ou l'un de ses employés tant que l'enquête criminelle dure. Si vous le faites, vous serez arrêté immédiatement. Preston s'est levé, chancelant. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma mère. J'ai des droits. Le juge l'a coupé. Vous avez renoncé à ces droits lorsque vous avez décidé de la trahir de la manière la plus vile possible. Huissier, raccompagnez Monsieur Vance hors de ma salle d'audience. Et Monsieur Vance, je vous suggère fortement d'engager un avocat en défense pénale. Vous en aurez besoin. J'ai regardé l'huissier accompagner Preston vers la porte. Il s'est tourné pour me regarder une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de sourire froid et calculateur, juste un homme réalisant enfin qu'il avait détruit tout ce qui comptait par pure cupidité. Maman, a-t-il commencé à dire, mais je ne pouvais plus entendre. J'ai détourné le regard. Courtney a couru après lui, sanglotant, ses talons au claquant sur le sol en marbre de la salle d'audience, les portes se sont refermées derrière eux, et pour la première fois en 6 mois, j'ai senti que je pouvais respirer complètement. Les jours qui ont suivi le procès furent étrangement calmes. Je suis retourné à l'usine, m'attendant à ressentir du soulagement, de la paix, peut-être même de la joie. Mais ce que je ressentais était un vide profond et douloureux. J'avais gagné la bataille juridique. Oui, j'avais exposé Preston pour ce qu'il était. Vraiment. J'avais sauvé l'entreprise, mais j'avais aussi perdu mon fils. Et même si j'essayais de me convaincre qu'il m'avait perdu le premier, la douleur d'une mère ne comprend pas la logique. Mike m'a trouvé dans le bureau 3 jours après le procès, fixant la fenêtre donnant sur l'atelier où Arthur avait passé tant d'heures. Madame Vance, a-t-il dit doucement. Nous sommes tous très heureux que vous ayez gagné. Mais vous n'avez pas l'air heureuse. Je me suis tourné vers lui avec un sourire que je savais peu convaincant. Ça va, Mike? Juste fatigué. Il a secoué la tête. Avec tout le respect que je vous dois. Madame, vous n'allez pas bien et ce n'est pas grave de ne pas aller bien. Ce que votre fils vous a fait, personne ne devrait avoir à traverser ça. Il avait raison. Je n'allais pas bien. Je dormais mal, mangeais encore moins. Chaque fois que mon téléphone sonnait, une partie de moi espérait que c'était Preston qui appelait pour s'excuser, pour expliquer, pour dire que tout avait été une terrible erreur. Mais mon téléphone est resté silencieux. Il n'a pas appelé. Je ne savais pas si cela me soulageait ou me brisait encore plus. Et puis là, vraie riposte a commencé. Une semaine après le procès, mon avocat m'a appelé. La voix tendue.
Eleanor, il faut que tu viennes à mon bureau immédiatement. Quelque chose est apparu. Je suis arrivé 30 minutes plus tard, le cœur battant. Il m'a montré une série d'articles parus sur des blogs d'affaires et les réseaux sociaux. Femme d'affaires de 66 ans accusée de manipuler le juge. Avec des larmes de crocodile. Fils inquiet, victime d'une mère vengeresse et d'un système judiciaire corrompu. Justice ou théâtre? L'affaire Vance soulève des questions sur les préjugés générationnels dans les tribunaux. J'ai eu le vertige. Qui écrit ça? Mon avocat a pointé les articles. Ce sont des publications payantes. Toutes sont apparues au cours des dernières 48 heures. Quelqu'un dépense beaucoup d'argent pour une campagne de dénigrement contre vous. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. Preston n'allait pas abandonner. Simplement parce qu'il avait perdu au tribunal. Les articles sont devenus plus virulents. Des commentaires anonymes sont apparus sur ma page Facebook me traitant de vieille femme amère qui avait monté son propre fils contre son père. Sur la page de l'entreprise, de faux avis une étoile ont commencé à apparaître. Entreprise mal gérée par une propriétaire sénile. Qualité terrible. Ne respecte pas les contrats. Ne faites pas confiance à cette entreprise. Elle est en faillite. J'ai dû engager une entreprise de gestion de réputation en ligne pour lutter contre l'avalanche de diffamation. Chaque jour était une nouvelle bataille. Nous supprimions un faux commentaire et 5 autres apparaissaient. Nous signalions un avis frauduleux et 10 nouveaux surgissaient. C'était épuisant, infini, démoralisant. Mais le pire est arrivé 2 semaines après le procès. J'ai reçu un appel du département de la Défense. Madame Vance, a dit l'agent contractant d'une voix formelle. Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant votre entreprise, des allégations d'instabilité administrative, des litiges juridiques, des questions sur votre capacité à remplir les termes du contrat. Nous avons besoin que vous veniez à Washington pour une révision formelle de votre statut d'entrepreneur. J'ai senti le monde s'arrêter. Qui vous a fourni cette information? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Je ne peux pas révéler nos sources, a répondu l'agent. Mais les allégations sont suffisamment graves pour nécessiter une enquête. Si vous ne pouvez pas dissiper ces inquiétudes, le contrat pourrait être révoqué. J'ai raccroché le téléphone et pour la première fois depuis les funérailles d'Arthur, je me suis permis de pleurer ouvertement dans le bureau. Non pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui secouaient tout mon corps. Preston essayait de détruire le contrat de 75 millions de dollars. Il ne suffisait pas d'avoir perdu. Il voulait s'assurer que je perde aussi. S'il ne pouvait pas avoir l'entreprise, il s'assurerait qu'elle ne vaille rien. Mike m'a trouvé comme ça, pleurant sur mon bureau. Il a fermé la porte doucement et s'est assis en face de moi en silence. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai tout raconté. Je ne sais pas si je peux continuer avec ça, Mike, ai-je admis. Je suis tellement fatigué, tellement épuisé. Parfois je pense que Preston a gagné de toute façon parce que même après avoir perdu au tribunal, il a réussi à me voler ma paix, ma joie, la capacité de profiter de cette victoire. Mike m'a regardé avec ses yeux sages qui avaient vu 30 ans dans l'industrie. Puis-je vous dire quelque chose, Madame Vance? J'ai hoché la tête. Quand Monsieur Vance est mort, tout le monde dans cette usine pensait que nous fermerions dans 6 mois. Non pas parce que vous n'étiez pas capable, mais parce que nous pensions que personne ne pourrait chausser ses souliers. Mais vous nous avez prouvé le contraire. Vous n'avez pas seulement maintenu l'entreprise en activité. Vous l'avez fait grandir. Vous avez décroché le plus gros contrat de notre histoire. Et vous l'avez fait pendant que votre propre fils vous poignardait dans le dos. Il s'est penché en avant. Cette nuit-là, seul dans ma maison, je suis allé au bureau d'Arthur. Je n'y
était pas entré depuis sa mort. J'avais gardé la porte fermée parce qu'il était trop douloureux de voir ses affaires, de sentir son eau de Cologne qui imprégnait encore ses pulls dans l'armoire, de voir ses notes techniques éparpillées sur le bureau exactement comme il les avait laissées. Mais cette nuit-là, j'avais besoin d'être près de lui. Je me suis assise dans sa chaise et j'ai regardé autour de moi. Ses livres d'ingénierie, ses outils, ses photographies, et puis j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Dans le coin de son bureau, sous une pile de papier, se trouvait une enveloppe avec mon nom écrit de sa main. Mon cœur s'est arrêté. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte. Ma très chère Éléanore, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti plus tôt que prévu. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul, mon amour, pardonne-moi de ne pas avoir eu plus de temps avec toi. Des larmes tombaient sur le papier pendant que je continuais à lire. Je sais que tu t'inquiètes pour l'avenir de l'entreprise. Je sais que tu doutes de toi, mais je dois te dire quelque chose. Tu as toujours été le véritable cerveau derrière cette entreprise. J'étais bon avec mes mains, avec les outils, mais tu étais brillante avec les chiffres, avec la stratégie, avec les gens. Cette entreprise a survécu toutes ces années, non pas grâce à mes compétences techniques, mais grâce à ta vision. J'ai continué à lire à travers les larmes. Je sais aussi que Preston te décevra. Je le savais depuis qu'il était jeune. Il a ton intelligence mais pas ton cœur. Et sans cœur, l'intelligence ne sert qu'à faire du mal. Le moment venu, quand il essaiera de prendre ce que nous avons construit ensemble, je veux que tu te souviennes de ceci. Tu ne lui dois rien. Tu lui as donné la vie, l'amour, des opportunités. S'il choisit de les gâcher, c'est son choix, pas ton échec. La dernière partie de la lettre disait, Éléanore, amour de ma vie. Sois forte. Sois courageuse. Et surtout, sois fidèle à qui tu es. Ne laisse personne, pas même notre propre fils, te faire oublier ta valeur. Tu es extraordinaire. Tu l'as toujours été. Je t'aimerai pour toujours, Arthur. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et puis lentement, j'ai senti quelque chose changer en moi. Arthur avait raison. J'avais permis à la douleur et à la trahison de m'affaiblir. J'avais permis à Preston de me voler ma force. Mais plus maintenant. Je me suis levé, j'ai glissé la lettre dans mon sac et j'ai pris le téléphone. J'ai appelé mon avocat. Préparé une contre-plainte. Ai-je dit d'une voix ferme. Je veux poursuivre Preston pour diffamation, sabotage économique, et tout ce que nous pourrons prouver et trouver qui est derrière cette campagne sur les réseaux sociaux. Je veux des noms, et je veux des conséquences. Puis j'ai appelé un ami qui travaillait dans les relations publiques. J'ai besoin que tu racontes mon histoire, la vraie histoire. Je ne vais pas me cacher pendant que mon fils répand des mensonges. Et enfin, j'ai préparé une présentation complète pour le département de la Défense, documentant chaque aspect de l'entreprise, chaque succès, chaque employé loyal, chaque contrat parfaitement exécuté au cours des 5 dernières années. Arthur avait raison. J'étais plus forte que je ne le croyais, et il était temps de le prouver. La présentation devant le DOD était prévue un mardi à 10h du matin à Washington DC. J'ai voyagé la veille, accompagné de mon avocat et de Mike, qui a insisté pour venir témoigner sur les opérations de l'usine. Dans l'avion, j'ai repassé ma présentation encore et encore. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur. Ce contrat n'était pas seulement une question d'argent. C'était la validation de tout ce qu'Arthur et moi avions construit. C'était la preuve que j'étais capable et je n'allais pas laisser Preston me l'arracher. La réunion a
eut lieu dans un imposant bâtiment gouvernemental avec des gardes de sécurité et des détecteurs de métaux. On nous a fait attendre dans une salle de conférence austère aux murs gris et à une longue table. 5 officiers du département de la Défense sont arrivés, tous avec des expressions sérieuses et impénétrables. L'officier principal, un colonel à la retraite nommé Thompson, a ouvert la réunion directement. Madame Vance. Nous sommes ici parce que nous avons reçu des informations remettant en question votre capacité à respecter les termes de notre contrat. Ce sont des allégations graves. Vous avez 1 heure pour nous convaincre que nous devrions maintenir cet accord. J'ai respiré profondément. Et j'ai commencé non pas avec des chiffres ou des graphiques, mais avec la vérité. Colonel Thompson. Messieurs, je m'appelle Eleanor Vance, veuve d'Arthur Vance. J'ai 66 ans. Mon mari Arthur et moi avons fondé Précision Aérospace Components il y a 38 ans dans notre garage. Il est décédé il y a 5 ans. Et depuis, j'ai dirigé cette entreprise seul. J'ai fait une pause. Il y a 3 semaines, mon fils unique a tenté de me prendre cette entreprise, alléguant que j'étais incompétente. Il a perdu au tribunal lorsque ces accusations se sont avérées frauduleuses. Maintenant, il essaie de saboter ce contrat car s'il ne peut pas avoir mon entreprise, il veut s'assurer qu'elle ne vaut rien. J'ai vu la surprise sur les visages des officiers, j'ai continué. Mais je ne suis pas ici pour parler de mon fils. Je suis ici pour parler de mon entreprise et pourquoi nous méritons votre confiance. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai projeté la première diapositive. Pendant les 40 minutes suivantes, je leur ai tout montré. Chaque contrat exécuté au cours des 5 dernières années. Chaque commande livrée à temps ou en avance. Des témoignages de clients sur la qualité de notre travail. Des certifications de qualité. Des photos de l'atelier montrant des équipements de pointe. Des vidéos de nos employés expliquant les processus de contrôle qualité. Mike a pris la parole pour expliquer les aspects techniques. J'ai travaillé avec Monsieur Vance pendant 15 ans avant sa mort. A-t-il dit avec fierté. Et laissez-moi vous dire quelque chose, Madame Vance n'a pas seulement maintenu les normes qu'il avait établies. Elle les a augmentées. Elle a investi dans de nouvelles technologies, formé le personnel, amélioré les processus. Cette entreprise est plus forte maintenant que lorsque Monsieur Vance était vivant et ce n'est pas un manque de respect envers lui. C'est un témoignage de son leadership extraordinaire. J'ai présenté des états financiers audités montrant une croissance constante, des lettres de recommandations d'autres entrepreneurs gouvernementaux. J'ai même apporté une pièce physique que nous avions fabriquée pour un projet DOD précédent. Une pièce si précise que les tolérances étaient mesurées en microns. Cette pièce a été fabriquée sous ma supervision directe il y a 2 ans, ai-je expliqué. Elle a passé toutes les inspections de qualité avec un score parfait. C'est ce que nous faisons. C'est qui nous sommes. Le colonel Thompson a pris la pièce et l'a examinée attentivement. Fabrication impressionnante, a-t-il admis. Puis il m'a regardé directement. Madame Vance, pouvez-vous expliquer spécifiquement les allégations que nous avons reçues concernant les litiges juridiques, l'instabilité administrative, le manque de capacité opérationnelle? J'ai sorti un épais dossier. Je peux faire mieux que les expliquer. Je peux vous montrer exactement d'où elles proviennent. Je leur ai remis des copies. Des SMS entre Preston et Courtney où ils discutaient de la possibilité de contacter le département de la Défense pour semer le doute sur la capacité de maman à exécuter de gros contrats. Je leur ai montré des relevés téléphoniques prouvant que Preston avait appelé le bureau des contrats du département 3 fois au cours de la dernière semaine en utilisant un faux nom. Mon fils essaie de détruire ce contrat par vengeance, ai-je dit clairement. Non pas parce que mon entreprise est incapable, non pas parce qu'il y a de vrais problèmes.
Mais parce qu'un juge l'a démasqué comme un fraudeur, et maintenant il veut me punir. Mais je ne permettrai pas que sa corruption entache la réputation que mon mari et moi avons bâtie pendant près de 4 décennies. Il y a eu un long silence. Les officiers ont échangé des regards. Finalement, le colonel Thompson a parlé. Madame Vance, nous avons besoin d'un moment pour en discuter en privé. Pourriez-vous attendre à l'extérieur? Mon cœur battait si fort que je pensais qu'on l'entendrait dans toute la pièce. Nous sommes sortis et avons attendu dans le couloir. 15 minutes, 20, 30. Chaque minute semblait durer une heure. Finalement, ils nous ont rappelé. Le colonel Thompson était debout et à ma surprise, souriant. Madame Vance, nous avons examiné l'intégralité de votre présentation et sommes parvenus à une conclusion unanime. Il a marqué une pause qui a semblé durer une éternité. Non seulement nous allons maintenir le contrat, mais nous allons l'étendre. Votre entreprise a démontré exactement le genre d'excellence, d'intégrité et de résilience que nous recherchons chez nos entrepreneurs. Et franchement, quiconque peut gérer ce que vous avez géré ces derniers mois peut gérer tout ce que nous lui demandons. J'ai senti mes genoux fléchir. Mike a dû me tenir par le bras. Vraiment, fut tout ce que je pus dire. Le colonel a hoché la tête. Vraiment. Et de plus, nous allons déposer une plainte formelle contre quiconque a tenté d'interférer avec nos processus de passation de marché en utilisant des informations frauduleuses. C'est un crime fédéral. J'ai quitté cette réunion avec l'impression de pouvoir voler. Je n'avais pas seulement sauvé le contrat. Je l'avais étendu. J'avais prouvé au département de la Défense, à mes employés, à moi-même, que j'étais capable, que j'étais forte, que je méritais chaque once de succès que j'avais obtenu. Mais il restait des affaires inachevées avec Preston. De retour à la maison, mon avocat avait été occupé. Il a déposé une importante contre-plainte contre Preston et Courtney pour diffamation, fraude, sabotage économique et dommages intentionnels aux relations commerciales. Le montant que nous réclamions était de 2 millions de dollars. Exactement le montant qu'ils avaient prévu d'obtenir en vendant mon entreprise. Nous avons également découvert qui était derrière la campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Preston avait engagé un cabinet de relations publiques qui, en réalité, était spécialisé dans la destruction des réputations en ligne. Mon avocat a envoyé des lettres de cessation et d'abstention. L'agence, réalisant qu'elle était impliquée dans des activités potentiellement criminelles, a immédiatement fermé tous les faux comptes et nous a fourni tous les emails de Preston, leur donnant des instructions spécifiques. Chaque preuve ajoutée à notre dossier. L'avocat de Preston l'a appelé 2 semaines après mon triomphe à Washington. Mon client est prêt à négocier, a-t-il dit d'une voix vaincue. Que veulent-ils? Ma réponse fut simple. Des excuses publiques complètes, le remboursement de tous les frais de justice. Et que Preston et Courtney signent un accord permanent par lequel ils renoncent à toute réclamation future sur mon entreprise ou mon patrimoine. De plus, s'ils me diffament, mon entreprise ou mes employés de quelque manière que ce soit. Nouveau, l'amende automatique est de 500 000 $ par incident. L'avocat a balbutié, c'est très dur. Votre client a essayé de voler mon entreprise, de détruire ma réputation et de ruiner l'héritage de mon défunt mari. Ai-je répondu froidement. Considérez-vous chanceux. Je ne demande pas qu'il aille en prison, même si je pourrais encore le faire selon la décision du procureur. 3 jours plus tard, j'ai reçu les excuses publiques. Preston les a publiées sur son Facebook, LinkedIn, sur tous ses réseaux sociaux. Je tiens à m'excuser publiquement auprès de ma mère, Eleanor Vance, veuve d'Arthur Vance, pour les fausses accusations que j'ai portées contre elle et son entreprise. Précision Aérospace Components. Mes actions étaient erronées,
injustifiés, ont causé un préjudice important à une femme qui ne méritait rien de tout cela. J'assume l'entière responsabilité de mon comportement et de ses conséquences. Ce n'était pas suffisant. Rien ne suffirait à guérir la douleur qu'il avait causée. Mais c'était quelque chose. C'était une reconnaissance. C'était lui qui admettait au monde qu'il avait eu tort et que j'avais eu raison. Les accusations criminelles ont été déposées par le procureur. Preston risquait jusqu'à 5 ans de prison pour faux et usage de faux et fraude. Son avocat a négocié un accord de plaidoyer, 2 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et une amende de $100 000. Il lui a également été interdit de participer à toute activité commerciale impliquant des contrats gouvernementaux pendant 10 ans. Sa carrière d'entreprise, qu'il avait tant valorisée au détriment de sa famille, était détruite. Les entreprises n'embauchent pas de cadre ayant un casier judiciaire pour fraude. Courtney l'a quitté 3 mois plus tard, emportant la moitié de ses biens lors du divorce. J'ai entendu dire qu'il avait dû vendre son Penthouse, sa voiture de luxe, tout ce qu'il avait valorisé plus que sa propre mère. Une partie de moi, la mère qui ne meurt jamais complètement soit la douleur subie, a ressenti de la peine pour lui. Mais la femme qu'Arthur avait aimée, la combattante qui avait sauvé son entreprise contre vent et marée, savait que c'était justice, non vengeance. Justice? Cela fait 2 ans depuis ce jour au tribunal. 2 ans depuis que mon fils a essayé de me détruire et a fini par se détruire lui-même. 2 ans depuis que j'ai découvert une force en moi dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je suis assise dans mon bureau. Le même bureau où Arthur a passé tant d'heures à rêver de l'avenir de notre entreprise. Mais maintenant, la vue depuis la fenêtre est différente. Là où il y avait autrefois un modeste atelier, il y a maintenant une installation moderne de 15 000 mètres carrés. Nous employons 120 personnes, le triple de ce que nous avions quand Arthur était vivant. Le contrat du département de la Défense a non seulement été exécuté parfaitement, mais il nous a permis de décrocher 4 contrats supplémentaires. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé les 20 millions de dollars. Mais ce ne sont pas les chiffres qui me font sourire chaque matin quand j'arrive au travail. C'est de voir Mike, maintenant vice-président des opérations, former la nouvelle génération d'ingénieurs. C'est de voir Norma, notre comptable, fière de gérer une entreprise qui nécessite maintenant un service financier complet. C'est de savoir que 120 familles dépendent des emplois que nous avons créés, et que chacune de ces familles dort paisiblement, sachant que leur source de revenus est solide. J'ai utilisé une partie des bénéfices pour créer quelque chose dont Arthur avait toujours rêvé, la fondation Arthur Vance pour l'éducation en fabrication avancée. Nous accordons des bourses à des jeunes issus de familles à faible revenu qui souhaitent étudier l'ingénierie. Chaque année, 10 étudiants reçoivent une bourse complète, des stages dans notre entreprise et un mentorat. La première génération de boursiers a obtenu son diplôme le mois dernier. Voir leur visage plein d'espoir et de gratitude m'a rappelé pourquoi tout cela compte. À l'entrée de l'usine, j'ai installé une plaque de bronze. Elle porte une photographie d'Arthur avec son sourire caractéristique, ses mains tachées de graisse, ses yeux brillants de fierté. En dessous, on lit « Arthur Vance 1952 à 2020, fondateur, visionnaire, mari bien-aimé. Il a construit de ses mains, rêvé de son cœur, inspiré par son exemple. Son héritage vit dans chaque pièce que nous fabriquons, dans chaque vie que nous touchons, dans chaque rêve que nous réalisons. Chaque matin quand j'arrive au travail, je touche doucement cette plaque. Bonjour, mon amour, je chuchote. Et je jure que parfois je peux sentir sa présence. Fier de ce que nous avons accompli. Et Preston, je ne lui ai pas parlé depuis 2 ans. Je sais par des connaissances mutuelles qu'il travaille comme consultant indépendant, qu'il a emménagé dans un appartement
Modeste, que Courtney a épousé un homme d'affaires plus prospère et ne le contacte plus. Je sais que parfois il passe devant l'usine, regardant ce qui aurait pu être le sien s'il avait choisi l'amour plutôt que la cupidité. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre de lui. La première communication directe. Depuis l'affaire judiciaire. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, ne sachant pas à quoi m'attendre. Maman, commençait-elle d'une écriture hésitante. Que je ne reconnaissais pas. Je sais que je n'ai aucun droit de vous écrire. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je dois vous faire savoir qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que j'ai fait. Non pas pour les conséquences que j'ai subies, mais parce que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu une entreprise. J'ai perdu la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. J'ai perdu ma mère. La lettre continuait. Sur 3 pages. Il parlait de thérapie, de faire face à sa cupidité et son arrogance, de finalement comprendre les valeurs qu'Arthur et moi avions essayé de lui enseigner. Elle se terminait par « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne m'attends pas à faire partie de votre vie à nouveau. J'espère seulement qu'un jour vous pourrez vous souvenir de moi tel que j'étais enfant. Avant de me perdre et que vous garderez cette version de moi dans un coin de votre cœur. Je vous aime, maman. Je vous ai toujours aimé, même quand ma cupidité ne me laissait pas le voir. Preston. J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré pour le garçon qu'il avait été, pour l'homme qu'il était devenu, pour les années que nous avions perdues. Je ne lui ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Le pardon n'est pas quelque chose qui peut être forcée. Et la blessure qu'il a laissée est profonde. Mais j'ai gardé la lettre dans le tiroir de mon bureau à côté de la dernière lettre d'Arthur. Peut-être qu'un jour je serai prête à construire ce pont. Peut-être pas. Pour l'instant, je suis en paix avec l'incertitude. Ce que je sais, c'est ceci. Je ne permettrai pas que la douleur que Preston a causée définisse le reste de ma vie. Je ne permettrai pas que sa trahison empoisonne les années qui me restent. J'ai construit quelque chose de beau à partir des cendres de cette trahison. J'ai prouvé qu'une femme de 66 ans peut non seulement survivre, mais prospérer. Que l'âge ne détermine pas la capacité. Que la force ne vient pas des muscles mais du caractère. La semaine dernière, un magazine économique m'a interviewé. Ils m'ont demandé quel était mon secret de réussite. Je leur ai dit la vérité. Il n'y a pas de secret, juste un travail acharné, une intégrité inébranlable, et le refus absolu de laisser quiconque vous dire que vous n'êtes pas assez. Pas même quand cette personne est votre propre fils. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche sur l'usine, je regarde les employés quitter le poste de l'après-midi. Ils se disent au revoir avec des sourires, faisant des projets pour le week-end, assurés de la stabilité de leur emploi. C'est ma vraie victoire, pas l'argent, pas les contrats, mais de savoir que j'ai honoré l'héritage d'Arthur, que j'ai protégé ce que nous avons construit ensemble, que j'ai prouvé que l'amour et le travail acharné l'emporteront toujours sur la cupidité et la trahison. Je me lève et regarde une dernière fois la photographie d'Arthur sur mon bureau. Nous y sommes arrivés, mon amour, je dis à voix haute. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas ce que nous attendions, mais nous y sommes arrivés. Et puis, pour la première fois en 7 ans, je ressens quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Je ressens la paix parce que j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Le plus grand héritage que nous puissions recevoir n'est pas l'argent ou la propriété. C'est la force d'affronter la trahison et d'en ressortir plus fort. C'est le courage de défendre ce qui est juste, même si cela signifie affronter ceux que nous aimons le plus. C'est la dignité de savoir que nous vivons avec intégrité,
peu importe. À quel point les autres autour de nous tombent. Arthur m'a laissé une entreprise, mais il m'a laissé quelque chose de beaucoup plus précieux. Il m'a laissé l'exemple de vivre avec honneur et c'est un héritage que personne, pas même mon propre fils, ne pourra jamais me prendre. Je ferme le bureau pour la dernière fois aujourd'hui. Demain, je commence des vacances que j'ai reportées pendant des années. Je voyagerai dans les endroits qu'Arthur et moi avons toujours rêvé de visiter mais pour lesquels nous n'avons jamais eu le temps. Je prendrai ses cendres avec moi et les disperserai dans les montagnes qu'il aimait tant. Et quand je reviendrai, je continuerai à construire. Je continuerai à rêver. Je continuerai à prouver qu'il n'est jamais trop tard pour être fort. Pour être courageux, pour être exactement qui vous étiez destiné à être. C'est mon histoire. L'histoire de comment j'ai failli tout perdre et découvert que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin à l'intérieur.